merci d'être venu et d'être là. Voilà, quant à moi, je ne connaissais pas le Puy-en-Velay. Bah écoutez, ma foi, j'ai découvert un peu. Je me suis fait petit crapahut jusqu'à la cathédrale. C'est pas mal, je trouve que ça me met en condition. J'ai croisé une dame qui en pouvait plus. Je lui ai dit, ah, ça se mérite. Elle m'a dit, oui, c'est pas faux. Bon, ceci dit, vous habitez une très jolie ville et c'est très sympa. Voilà, j'étais jamais venu ici et ça m'a donné l'occasion. Donc merci à Maxime aussi de m'avoir invité. Merci à son épouse aussi. Parce que son épouse est très gentille, elle fait très bien à manger. C'est pour ça qu'elle a épousé. C'est pour ça qu'il s'est marié. Elle a appris après. Bon, blague à part, donc je suis là pour vous parler de mes deux derniers ouvrages. Enfin, l'avant-dernier, donc c'est Les Démasqués, qui dirigent réellement le monde, hein, que j'ai sorti en septembre 2023 chez K Édition, un éditeur donc qui est à Tunis. Oui, parce qu'en France, pour se faire éditer, c'est de plus en plus compliqué. Donc, j'ai pris un éditeur à Tunis. Voilà. Puis, ça m'a donné l'occasion d'aller en Tunisie, ce qui était pas mal. J'ai joint l'utile à l'agréable, c'était très sympa. Et puis, j'ai sorti, donc il n'y a pas longtemps, avec un ami qui s'appelle François Lagarde. On a sorti L'État profond français. Alors, malheureusement, Maxime en avait commandé et un petit retard avec la poste. Bon, bref, il n'a pas reçu les livres. Il les recevra dans quelques temps. Voilà, il y en a un. Il y en a un seul. Voilà. Et puis les autres, j'ai reçu mardi. Bon. Alors, je vais de toute façon vous parler des deux livres, mais je vais d'abord évidemment attaquer par Les Démasqués. Les Démasqués, en fait, c'est une grande enquête que j'ai réalisée. J'ai mis un an et demi quand même à réaliser cette enquête. Vous savez, on ne s'imagine pas, mais c'est énorme, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de travail pour rechercher, trouver les vérités, trouver les informations, et puis surtout les recouper, les couper, les recouper. Parce qu'il ne s'agit pas d'écrire n'importe quoi, il ne s'agit pas d'écrire des trucs dont on n'est pas sûr. Donc à chaque fois, ça demande un travail quand même assez intense d'être sûr de soi. Donc après un an et demi, j'ai fini par me dire, j'en avais marre, j'avais la tête dans le guidon un peu, j'ai dit bon allez, ça suffit, il va falloir que je me sorte. Donc ce livre traite effectivement de l'oligarchie financière mondiale et internationale. Voilà, parce que c'est en fait le fléau de la planète. En fait, il y a deux grands fléaux sur cette planète. Il y a d'un côté l'oligarchie financière internationale, apatride, et de l'autre, il y a les réseaux pédocriminels. Malheureusement, ce sont les deux grands fléaux de cette planète. Alors, il n'est pas forcé toujours que l'oligarchie financière mondiale internationale marche avec les réseaux pédocriminels. Malheureusement, la pédocriminalité touche, je dirais, toutes les couches de la société. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un certain nombre quand même de gens dans cette oligarchie financière mondiale internationale qui aussi, malheureusement, ont affaire avec la pédocriminalité. Donc j'ai traité de ces deux choses dans mon livre Les Démasqués, mais je vais évidemment axer, parce que les réseaux pédocriminels, je vais y revenir un peu, mais je vais surtout axer ma conférence sur l'oligarchie financière mondiale internationale, parce que il est nécessaire de comprendre réellement aujourd'hui tous les mécanismes un peu de ce qui se passe. En réalité, le monde de la finance internationale, mondiale, a complètement changé depuis, allez, 3-4 décennies. Pourquoi ça a changé? Parce qu'on a vu l'émergence d'énormes groupes financiers, de monstruosités financières, si je peux m'exprimer ainsi. Ce sont des fonds d'investissement, effectivement, BlackRock le premier, Vanguard le deuxième et State Street le troisième. Alors je vais vous expliquer un peu BlackRock. BlackRock est né dans les années 70-80, puisqu'ils sont tous nés dans ce genre dans ces années-là. Et BlackRock a pris beaucoup d'importance, gère aujourd'hui, pour parler chiffres, 9 000 milliards d'actifs au jour d'aujourd'hui, gérera en 2027, suivant des calculs d'économistes qui ne sont pas les miens, ils arriveront à gérer 22 000 milliards d'actifs, s'ils continuent comme ça.
c'est une monstruosité financière, c'est la monstruosité financière, la première de la planète. Alors, quand je parle de monstruosité financière, comment ça marche exactement? C'est-à-dire que BlackRock est un fonds d'investissement. En anglais, on appelle ça un hedge fund, fonds d'actifs. Et ce sont des fonds vautours, en fait. C'est-à-dire que ces gens gèrent de l'argent pour 30 millions d'investisseurs à peu près, et prennent d'une part d'actions dans toutes les grosses entreprises internationales occidentales, y compris asiatiques. C'est-à-dire que l'Asie commence à se faire toucher par le phénomène BlackRock. Pour l'instant, BlackRock ne rentre pas, vous vous en doutez, peut-être en Fédération de Russie, ne rentre pas pas si facilement qu'il le voudrait en Inde et dans les pays un peu qui font partie du monde multipolaire, mais ça j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ils ont des parts, ils ont à peu près 7 à 10% de parts dans toutes les grandes entreprises internationales, y compris nos entreprises françaises, le CAC 40. Ça veut dire que BlackRock est actionnaire aujourd'hui de toutes nos grandes entreprises du CAC 40, il faut le savoir. Alors vous pourriez me dire, ouais mais alors comment, si avec 7% d'actions, ils ne peuvent pas avoir la main mise sur l'entreprise? Eh bien, détrompez-vous. Parce qu'ils ont entre 7 à 10% de parts. C'est vrai que ce n'est pas la majorité. D'un autre côté, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça suffit pour qu'ils continuent le contrôle. Et je vais vous donner un exemple simple. Imaginons la réunion d'une entreprise X avec son PDG, les actionnaires principaux et un émissaire de BlackRock, puisqu'admettons que BlackRock soit effectivement actionnaire de cette entreprise. Imaginons le cas, donc le PDG est bien parfait, voilà nos buts et objectifs pour 2025-2026, nous allons aller dans cette direction-là. À ce moment-là, l'émissaire de BlackRock, soit il dit oui, ça nous va, dans quel cas il n'y a pas de problème, soit il dit non. Écoutez, on comprend bien, parce que là il va lui faire une réponse politique, violon un peu avec du pipeau et du violon, il va lui dire ah oui, on comprend bien votre désir, votre indépendance, pour nous c'est votre société, mais nous, voyez-vous, les buts et objectifs, on les verrait bien aller dans cette direction. À ce moment-là, le PDG de l'entreprise, il a deux choix. Le premier choix, il dit oui, auquel cas l'affaire est réglée. Deuxième cas de figure, il dit non. Mais s'il dit non, il sait très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'émissaire de BlackRock va lui dire écoutez, on respecte votre décision, c'est votre choix. Il dit non. Mais nous, ce qu'on va faire, on va vendre nos actions. On va se retirer. Or, se retirer de 7 à 10% d'actions d'une méga entreprise, ça signifie que derrière, il y a plusieurs millions de dollars. C'est pas 10 000 euros, 100 000 euros, 100 000 dollars, 200 000 dollars. C'est des millions derrière. À ce moment-là, le PDG sait très bien ce qui va se passer. Donc les actions de BlackRock vont être mises sur le marché et la presse va s'emparer de l'affaire et à ce moment-là, l'action de l'entreprise va chuter vertigineusement. Et à ce moment-là, le PDG, ça lui pose un cas de conscience. D'autant plus que ses actionnaires autour, on lui dit eh oh, t'es gentil, hein, mais nous, on n'est pas là pour perdre de l'argent, on est là pour en gagner. Donc, acceptons les desiderata de BlackRock. Et voilà, et le tour est joué. C'est comme ça que BlackRock s'assure le contrôle donc, de toutes les grandes entreprises internationales. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que BlackRock est propriétaire de tous les grands médias américains. BlackRock a une part aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, dans toutes les grandes sociétés occidentales, et BlackRock commence à avoir des parts même dans nos médias, puisqu'après tout, nos médias sont déjà vendus et dirigés par des milliardaires du CAC 40, et comme BlackRock est de toute façon actionnaire des entreprises du CAC 40, bref, voilà. Le patron de BlackRock, Larry Fink, a été reçu 2 fois par Emmanuel Macron en 2018 et en 2000, je crois de mémoire, 23. Il lorgnait un peu sur nos retraites. Voilà, parce que tout d'un coup, ah oui, c'est une manne. Donc nous avons BlackRock. Alors BlackRock, ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est 5000 ordinateurs branchés en réseau. Il faut le savoir. Sous un nom de code, sous un acronyme qui s'appelle Aladdin. C'est un acronyme en plus. Alors ce qui est intéressant avec cet acronyme, c'est que Aladdin, si je vous parle d'Aladdin, tous, vous savez, vous connaissez la légende d'Aladdin.
Vous savez, le fils du tailleur Mustapha qui frottait sa petite lampe à huile et qui faisait apparaître un génie, et ce génie va lui exaucer tous ses désirs. C'est assez finot de la part de BlackRock parce qu'ils ont réussi à faire coller leur super logiciel Aladdin qui gère donc tous ces 5000 ordinateurs avec cette légende merveilleuse. Parce qu'Aladdin, en fait, comme je vous l'ai dit, c'est un acronyme. Ça veut dire, alors en anglais, je me souviens plus de tout, mais c'est Asset Liability, etc., etc. Donc ils ont réussi à faire coller ça, et j'ai trouvé ça assez intelligent de leur part. Alors qu'est-ce que font ces 5000 ordinateurs branchés en réseau? Déjà, ils sont dans des lieux tenus secrets, entre le fleuve et le Missouri et le fleuve Mississippi. On ne sait pas très bien, on n'arrive pas à savoir où ils sont exactement. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils font la pluie et le beau temps pardon, sur les bourses internationales. Ça veut dire que la moindre hausse, ils écrèment, prennent l'argent. Donc il y a des millions de dollars derrière. Donc tous les jours, ils engrangent des millions de dollars. Pardon. Mais la moindre baisse, ils se retirent. C'est des robots en fait. C'est des robots contrôlés par 2500 personnes qui sont évidemment des employés de BlackRock. Donc, quand on regarde un peu où on en est avec ce géant BlackRock, c'est un réel danger parce que tout est faussé. Les bourses internationales sont faussées. Parce qu'aujourd'hui, si vous vous intéressez par exemple au monde du trading, aujourd'hui, si vous vouliez trader demain, comme on tradait il y a 40 ou 50 ans, c'est-à-dire il y a 40 ou 50 ans, vous pouviez faire du trading de façon, ce qu'on appelait des analyses fondamentales. C'est-à-dire que vous preniez une entreprise X, vous dites, ah ben je crois à cette société, son produit est bon, son action commence à monter, je vais acheter des actions pour effectivement grossir le capital de l'entreprise et puis aussi, moi, me rapporter un peu d'argent. Bien, jusque-là, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire de l'analyse fondamentale comme il y a 40 ou 50 ans sur du trading. Aujourd'hui, avec les systèmes ordinateurs de BlackRock, tout est faussé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une société éphémère qui sera une start-up, par exemple quelqu'un qui va se vendre des milliards d'euros ou de dollars à la vente, qui ne va pas produire grand-chose, peut avoir son action s'envoler alors que l'entreprise n'est pas géniale. Mais tout ça parce que c'est poussé, faussé par le super logiciel qui s'appelle Aladdin. Donc ça, c'est extrêmement dangereux parce que c'est un énorme groupe financier. Monstruosité financière. Le deuxième groupe financier, la super monstruosité financière, est, je dirais, tout aussi dangereuse, voire plus. Parce que là, on arrive à Vanguard. Vanguard, aujourd'hui, donc c'est la médaille d'argent, puisque c'est la médaille d'or, c'est BlackRock, médaille d'argent, on arrive à Vanguard. Vanguard ne gère que 7000 milliards d'actifs. Ah ouais, 2000 milliards d'actifs de moins. Mais Vanguard, je me suis intéressé particulièrement à Vanguard, parce que Vanguard, il y a beaucoup de choses qui m'ont attiré l'attention. Il y a eu des écrits dessus, mais que j'ai réussi à dénicher. C'était pas si évident que ça. Je me suis beaucoup intéressé à cette société parce que cette société a été fondée en 1975 par un certain monsieur qui s'appelait Boyle. Ça ne va rien vous apprendre, moi ça ne m'a rien appris non plus. J'ai regardé vaguement leur conseil d'administration aujourd'hui. Alors on s'en trouve avec, évidemment, ce sont des gens à la tête qui sont bardés de diplômes, qui effectivement ont fait les grandes études de commerce, etc. etc. Mais ça ne m'a rien appris. En réalité, en fouinant un peu, je me suis aperçu que Vanguard a été fondée par les capitaux de 13 grandes familles les plus riches au monde. Ça, ce que je vous dis là, c'est documenté. Hein, c'est-à-dire, voilà, tout ce que je vous dis là, de toute façon, est documenté sur c'est dans mon livre Les Démasqués. Alors, les 13 grandes familles les plus riches du monde, bah, vous en connaissez au moins deux. Rothschild, Rockefeller. C'est Rockefeller, Rothschild. Dit pour l'amour. Voilà. Ensuite, vous en avez des moins connus. Si je vous dis la famille Orsini, je pense que vous n'avez peut-être pas entendu parler. La famille Vanderbilt, vous n'avez peut-être pas entendu parler non plus. La famille Dupont de Nemours, certains d'entre vous vont la connaître parce que c'est une grande famille industrielle française. Ils ont coopté récemment la famille Bush, bon celle-là je ne vous la présente pas. Il y a la famille Royale d'Angleterre, je ne vous les présente pas non plus, vous les connaissez. Il y a la famille Morgan Sachs, je ne vous la présente pas non plus, vous la connaissez de nom. Vous avez la City de Londres qui évidemment est derrière, et vous avez, je crois que j'ai un peu fait le tour. En gros, voilà. Le problème, c'est que Vanguard n'est pas coté en bourse. Et ça, c'est un point important qu'il faut comprendre. C'est que Vanguard
gère quand même donc 7 000 milliards d'actifs, gère pour 30 millions d'investisseurs, mais n'est pas coté en bourse. Ça veut dire que personne ne peut acheter une action de Vanguard puisqu'elle n'est pas cotée en bourse. Donc personne ne peut faire une OPA, une offre publique d'achat, sur Vanguard puisqu'elle n'est pas cotée en bourse. Ce qui veut dire que personne ne peut rentrer dans le capital de Vanguard. Donc Vanguard reste entièrement sous la coupe de ces 13 grandes familles. En revanche, Vanguard est actionnaire de BlackRock. En revanche, Vanguard est actionnaire de tous les principaux laboratoires pharmaceutiques du monde, comme Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Gilead, etc., etc., etc. Vanguard est actionnaire de pas mal de choses, de beaucoup de choses. Vanguard, vous le retrouvez actionnaire de toutes les usines d'armement américains, mais aussi de tout le complexe militaro-industriel français, etc., etc. C'est-à-dire que Vanguard est partout. Mais Vanguard n'apparaît nulle part, puisqu'ils ne sont pas cotés en bourse. Le véritable danger est donc chez Vanguard. La troisième entité financière, c'est State Street. Je la mentionne juste parce que c'est la médaille de bronze. C'est-à-dire que State Street, c'est un peu les petits, ils gèrent que 3 000 milliards et 4 000 milliards d'actifs. Oh, c'est pas beaucoup. Mais voilà, le principal danger, c'est Vanguard. Alors là, je vous ai nommé donc le qui. C'est eux. Après, ce qui m'a beaucoup plus intéressé aussi, au-delà du qui, c'est de montrer comment et pourquoi. Comment ils font pour saper toutes les valeurs de nos sociétés et pourquoi ils le font. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre l'idéologie qu'il y a derrière ces gens-là. Et l'idéologie, leur idéologie, croyez-moi, c'est pas terrible. Mais alors après, donc, nous avons donc cette oligarchie au sommet. Puisque, en fait, quand je parle des 13 grandes familles les plus riches du monde, ils ne sont même pas classés dans le magazine Forbes. Hein. Le magazine Forbes qui vous classe toutes les grandes richesses du monde. C'est-à-dire qu'ils sont inclassables. Ceux-là, ils ne sont pas classés, ils sont hors classe. C'est-à-dire, ils sont au-dessus des autres. Ils sont au-dessus. C'est-à-dire que quand Bernard Arnault, on chiffre sa fortune à 245 milliards de dollars, eux, les 13 familles, sont beaucoup plus hauts. Ce qu'il faut comprendre après, c'est qu'ils ont des valets ultra friqués en dessous, qui font le boulot. Et ça, ça devient intéressant. Parce qu'en réalité, ces gens-là n'ont que quelques buts en tête, qui est premièrement conserver leur hégémonie en haut, deuxièmement engranger bien évidemment encore plus d'argent. On se demande pourquoi d'ailleurs, parce qu'avec autant d'argent, je ne vois pas à quoi ça sert, mais il ne faut pas chercher la réflexion logique et analytique. Il faut penser que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dans le sens de la survie, ils vont dans le sens, c'est une forme de... C'est psychotique. Oui, c'est une aliénation de l'esprit parce que... C'est ça, c'est une aliénation de l'esprit. Alors, donc, conserver leur hégémonie, continuer à ramasser de l'argent et continuer à avoir une ascendance sur la majorité des peuples de la Terre. Parce que là, en fait, c'est ça. C'est continuer à contrôler la majorité des peuples de la Terre. Et quand je dis des peuples de la Terre, c'est de toute la Terre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont des valets donc ultra friqués pour faire le boulot. Vous en connaissez déjà au moins quelques-uns. Si je vous parle de Bill Gates, je pense que vous connaissez tous Bill Gates avec sa fondation. Mark Zuckerberg. Ouais, ça j'y viens après. Alors Bill Gates, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il faut comprendre avec Gates, c'est qu'il a deux domaines de prédilection. Gates. Il a le domaine de la santé, et il a le domaine des plantes. Domaine de la santé, il faut comprendre aujourd'hui que Gates finance quasiment aux 2/3 l'OMS. Voilà. Le reste est financé par les États. Mais l'OMS est donc sous la coupe de Gates. Gates, il veut absolument pas le bien de l'humanité. Lui, de toute façon, il obéit aux ordres de l'oligarchie, puis ça lui va très bien. Parce qu'il est dans le même état d'esprit. Donc, évidemment, Gates, il va piloter tout ce qui va nous nuire, c'est-à-dire tous les vaccins frauduleux, enfin tous les liquides frauduleusement appelés vaccins, c'est son domaine. Toutes les recherches dans les puces sous la peau, ça nous peut au nez d'ailleurs, parce que bientôt on aura tous, ou on devra tous avoir une puce sous la peau, c'est d'une évidence absolue, avec tout dedans. Donc ça c'est le domaine de Gates.
À côté de ça, il a aussi son domaine, c'est les plantes. Il aime bien les plantes parce qu'avec Monsanto, il avait racheté il y a une dizaine d'années, douzaine d'années en arrière, une île perdue au large de la Norvège qui s'appelle Svalbard, dans lequel il a fait construire un bunker ultra sophistiqué, gardé jour et nuit par des mercenaires lourdement armés, dans lequel il entrepose ou il fait entreposer toutes les semences du monde entier. Non pas pour les garder en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une évidence, mais pour mieux les breveter et en faire des variétés OGM et des variétés hybrides. Parce que qui dit variété OGM, qui dit variété hybride, dit commercialisation, dit argent. Tout ça, c'est une monstrueuse idéologie de bénéfices engrangés, encore et toujours. C'est le premier détenteur de terres agricoles aux États-Unis, hein, Bill Gates. De plus en plus. Donc, ça c'est Gates. Après, nous avons George Soros, que je vous présente pas non plus. Je suppose que George Soros, vous avez entendu parler de lui. Lui, sa spécialité, c'est faire tous les coups fourrés pour déstabiliser les gouvernements. Tous les printemps dits arabes qui ont été censés apporter beaucoup de bien au Proche-Orient, c'est Soros derrière. Les fausses révolutions. Pardon ? Toutes les fausses révolutions. Hein. En plus, c'est ça. Toutes les fausses révolutions, c'est lui. Le mouvement LGBT. Aussi, mais ça je vais y revenir après. Aussi, il a aussi, oui, la LGBT, tout ça. Il a aussi un autre domaine de prédilection. Il aime bien les laboratoires en recherche d'épidémiologie et de virologie. À Wuhan, en Chine, par exemple, vous savez tous qu'il y a un laboratoire P4 là-bas, qui est de là, avec les États-Unis, a émergé le Covid-19, enfin le coronavirus, qui a été inauguré, d'ailleurs ce laboratoire a été inauguré en grande pompe par Cazeneuve à l'époque et des ministres François Hollande. Mais ce que j'ai appris il y a quelque temps, grâce à un ami d'ailleurs, écrivain, et il a aussi financé la construction pas très loin de Wuhan, du laboratoire à Wuhan, d'un laboratoire de recherche privé en épidémiologie et virologie. Alors je me souviens plus de l'adresse, mais je me souviens du numéro. Et ça s'invente pas, il l'a mis au numéro 666. Ah mais je suis pas étonné. Hein. C'est intéressant. Donc ça c'est Soros. Et après on en arrive à quelque chose de plus subtil au niveau des valeurs ultra-friquées, parce qu'on est toujours dans le domaine des valeurs ultra-friquées qui font le boulot là. On en est effectivement aux GAFAM. J'en arrive aux GAFAM, c'est-à-dire les patrons de Google, Zuckerberg, le patron de Facebook, Jeff Bezos, anciennement le patron d'Amazon, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces gens qu'on nous a présentés comme petits génies qui ont travaillé dans leur garage, et bah alors c'est des petits génies, certes, je ne retire en rien à leur qualité. Maintenant qu'ils aient démarré avec 0 francs, enfin 0 $ dans leur petit garage, ça c'est une légende urbaine, parce qu'ils ont tous été approchés par la CIA et financés par le fonds Carlyle, qui est le fonds privé le plus puissant au monde, puisque c'est le fonds de la CIA. Et que personne ne sait exactement combien il y a de milliards de dollars dans le fonds Carlyle. En revanche, ce qu'il faut comprendre avec le fonds Carlyle, c'est que le fonds Carlyle finance donc les recherches en nanotechnologie, en biotechnologie, en défense, en nucléaire, en épidémiologie, en virologie et tout ce qui peut intéresser un peu tout ce genre de domaine. Donc ils ont tous été approchés, Zuckerberg, etc. Et les patrons de Google ont tous été approchés par la CIA via le fonds Carlyle et financés. Et c'est comme ça qu'ils ont eu une ascension fulgurante. Parce que je vais vous dire, honnêtement, quand on s'appelle Jeff Bezos, qu'on dirige une petite librairie aux États-Unis et qu'on a l'idée d'envoyer ses bouquins par la poste, bon, jusque-là, je vais vous dire, c'est pas l'idée de génie. Hein. Franchement, n'importe quel libraire, je pense, aurait eu la même idée. Le problème, c'est les fonds, pour arriver à faire en sorte que ça ait une monstruosité. Et bah les fonds, il les a eu grâce à la CIA, le fonds Carlyle. C'est quand même un peu plus simple, si vous voulez. Pour commencer à bosser, c'est bien d'avoir un peu d'argent en général, à monter une monstruosité. Donc, le problème, c'est que nous avons toujours cette oligarchie, ces valets ultra-africains. Et le problème, c'est que vous avez un contrôle ici de la santé, des mouvements LGBTQ+, etc. Un contrôle aussi de tous des mouvements qui vont déstabiliser les gouvernements. Et nous avons un contrôle de l'information. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a autant de censure sur YouTube, sur Facebook, etc., ne croyez pas que c'est parce que c'est uniquement eux. C'est parce qu'il y a l'oligarchie qui donne ses ordres et que les autres obéissent. C'est-à-dire que tout ce qui peut aller à l'encontre, effectivement, de cette oligarchie et de leur but, se voit censuré. Moi, ça m'arrive fréquemment, je poste un truc sur Facebook et souvent j'ai le rappel. On me dit,
c'est interdit parce que ça, je sais pas quoi. Vous rentrez pas dans les violence, règles de la communauté. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, au-delà de la finance, qui contrôle quand même beaucoup de monde, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là aiment bien vous contrôler, aiment bien nous contrôler aussi, et contrôlent la majorité de la population par les informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, imaginons le cas de figure. Demain, vous vous abonnez à Netflix. Vous, madame, pardon, Geneviève, je connais votre prénom. Vous vous abonnez à Netflix. Vous vous dites, tiens, j'aime bien Netflix, et puis j'aime bien les films chinois. Ah, pourquoi pas? Donc vous dites, je vais me sélectionner quelques petits films chinois, donc vous pianotez. Zou, vos informations montent directement chez Microsoft. Microsoft, on sait à qui ça appartient. Ça appartient à Bill Gates. Tout ça, c'est stocké. Et automatiquement, quelques jours plus tard, vous allez commencer à recevoir, quand vous allez ouvrir votre ordinateur, des publicités vous incitant à regarder et à acheter des films chinois. Mais d'ailleurs, vous pouvez tous en faire l'expérience. Moi, chaque fois que je réserve un billet d'avion, et que je passe par une location parce que souvent je réserve une voiture, tout dépend où je vais. Tout d'un coup j'ai de la pub pour le loueur de voiture. Ça ne s'arrête pas de s'afficher sur mon ordinateur, sur mon portable. Donc ça veut dire que toutes nos informations de toute façon sont envoyées effectivement à Microsoft et sont analysées. Mais elles sont analysées pourquoi? Pas pour vous ficher spécifiquement, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Quasiment de savoir que vous appelez Pierre, Paul, Jacques, ou Geneviève, ou Jacqueline, ou peu importe. Ça, ils s'en foutent. Mais ce qu'ils ont envie de faire, en revanche, c'est de vous faire consommer ce que eux ont envie de vous faire acheter. Ça, c'est très intéressant, parce qu'il ne faut pas oublier que quand ils vous font acheter des produits de Netflix ou d'autres produits, ils sont tous actionnaires derrière. Ils sont actionnaires derrière de cette boîte. Donc, ils engrangent de l'argent. Donc, si vous voulez, le contrôle, c'est pas uniquement pour savoir qui vous êtes, parce qu'à la limite, presque, je veux dire, sur 8 milliards d'individus de la planète, ils s'en fichent un peu. En revanche, non, ce qu'ils veulent continuer à faire, c'est qu'ils veulent continuer à exercer du contrôle sur vous pour que vous consommiez ce que eux ont envie de vous faire consommer. Ça, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on se dirige de plus en plus vers un passeport numérique européen, d'ailleurs, qui est déjà élaboré, qui a été voté par les commissaires à Bruxelles, etc. Et que l'OMS d'ailleurs aussi a signé des accords avec des sociétés privées à l'époque où le président Poutine a lancé son opération spéciale en Ukraine le 24 février 2022. Peu de temps après, l'OMS a signé des accords avec des sociétés privées cherchant à établir un passeport numérique mondial. Donc de toute façon, nous y allons. Mais après, il faut comprendre un petit peu pourquoi c'est là, de qui ça vient déjà et de pourquoi c'est là. Alors, le problème, c'est que, donc après, une fois qu'on a cette oligarchie et puis ces valets ultra-friqués que je viens de citer, nous avons après, effectivement, les programmes qui sont lancés. Au moins, ce sont des chevaux de Troie. Le Covid-19 a été un cheval de Troie. Envoyé par Bill Gates et envoyé par au-dessus par l'OMS, que contrôle Bill Gates, et l'OMS au-dessus, c'est cette fameuse oligarchie que je viens de vous exposer. C'est un cheval de Troie. Et il y a d'autres chevaux de Troie, comme la nourriture par exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui toute la nourriture est trafiquée de plus en plus, elle est simplement bombardée de sucre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que vous en êtes peut-être aperçu, mais si vous allez dans un supermarché aujourd'hui, vous prenez toutes les charcuteries sur blister, tous les plats préparés, etc., vous allez, si vous regardez la composition, vous avez du sucre de partout. Donc même si vous vous dites, je ne mange pas de sucre, je ne bois pas de soda sucré, en général, si vous achetez ce genre de produit, de toute façon, vous consommez du sucre. Et du sucre blanc, le plus mauvais sucre qui soit. Mais qui dit trop de sucre dit diabète, dit problème de surpoids. Qui soigne le diabète et les problèmes de surpoids? Les laboratoires pharmaceutiques. Qui est actionnaire des laboratoires pharmaceutiques? C'est ceux que je vous ai cités précédemment. Si vous voulez, c'est un espèce de cercle. Les chemtrails aussi. Les chemtrails aussi. Donc, chevaux de Troie, on en revient toujours pareil. Le Covid, bon, je vous repasse pas tout l'épisode Covid, hein, je pense que vous en avez suffisamment entendu parler. Et d'ailleurs, ça a bien marché parce que quand même, moi je suis toujours très très étonné comment une majorité de la population planétaire, parce que là je ne vais même pas parler que de la France, je ne sais même pas comment une majorité de la population planétaire a pu obéir à un tel délire. Mais force est de constater
Surtout en Occident. Hein. Oui. Surtout en Occident, mais ah oui, parce qu'en Afrique, non. Mais en Asie aussi, hein. Ils sont tombés fous avec ça. Oui, mais parce que là-bas, c'est quand même. Donc, ils ont déjà le crédit social là-bas, donc. Oui, mais enfin, ça, hormis le crédit social, les Asiatiques, c'est vrai que le port du masque, c'est un peu. C'est psychologique chez eux. C'est un peu déjà quelque chose qu'ils ont pratiqué. Mais en France, si je reprends, si on se rappelle la France, je sais même pas. On nous a quand même obligés à nous signer à nous-mêmes une attestation de sortie. On ne pouvait pas sortir de chez soi sans un satané papier. Avoir le café assis. Hein. Voilà, c'est ça. Après, Jean Castex, boire le café debout, c'est interdit parce que c'est mortel. Paf, vous allez vous prendre le virus en pleine poire. Bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais le boire assis, c'est autorisé parce que là, le virus, il passe au-dessus. Ça, c'était fabuleux aussi. Les plages dynamiques, souvenez-vous des plages dynamiques aussi. Il y avait même des retraités imbéciles qui étaient embauchés à la canoë là-bas. Ah, vous n'avez pas le droit de vous asseoir, hein, parce que sinon le virus, bim, vous allez vous le prendre, c'est une plage dynamique. J'ai dit, putain, tu plaisantes ou quoi là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Non, mais, et puis les policiers, alors là, les gendarmes, ils ont été meumeux, hein, parce que pendant le Covid, ils ont fait du zèle. Hein. 145 millions de PV, je crois, d'euros en l'année. Bon, donc tout ça. Plus sans compter les gens qui étaient dans leur voiture avec le masque. Oula, oui. Et pour vous donner un exemple d'ailleurs, je crois qu'avec mon épouse, j'ai passé de ma vie le réveillon du jour de l'an, on a passé le réveillon du 31 décembre le plus surréaliste qui soit. Figurez-vous qu'à l'époque, on habitait une petite ville de 15 000 habitants dans Normandie. Et on a des amis de l'autre côté à 3 km de chez nous. Ils nous avaient dit, venez réveillonner. Oh, c'est une bonne idée, donc ils se balaient à pied. Et là, on est sortis, alors on n'est pas loin, hein, on était confinés tous, il fallait pas sortir. Bon, ok, nous on est sortis parce que nous, de toute façon, il suffit que j'ai un panneau me disant que c'est interdit pour que je le fasse. Alors, de toute façon, c'est comme ça. Mais avec mon épouse, on est un peu pareil d'ailleurs. Mais alors, ce qui était fou, c'est qu'on sort de chez eux, il devait être 1h30 du matin, 2h du matin. Et là, surréaliste. Ville de 15 000 habitants. Je vous jure, c'est vrai. On sort de chez eux, et là, un silence total. Pour un 31 décembre, vache, pas un klaxon, pas une voiture, pas un piéton. On s'est regardés tous les deux, on s'est dit, c'est une blague, non? Alors, bras dessus, on a fait nos 3 km pour rentrer chez nous. Pas une voiture, pas un bruit, pas un son, pas un klaxon, pas un piéton. On s'est dit, mais c'est pas vrai. Comment 15 000 habitants ont-ils pu obéir comme un seul homme, comme ça? Et on fait, alors, il y avait peut-être une dizaine qui ont fait comme nous, qui ont été réveillés à pied, j'en sais rien, mais je vais dire quand même, c'est le réveillon le plus surréaliste qu'on a jamais passé. Donc ça a bien marché leur histoire quand même. Hein. Bon là, je vous fais abstraction de tous les effets, malheureusement, des liquides frauduleusement appelés vaccins dévastateurs qui, ça malheureusement, et on est toujours dedans parce qu'il y a de plus en plus d'effets dévastateurs et secondaires. Donc ça a été quand même un magnifique cheval de Troie. Dont la nourriture est de plus en plus trafiquée, c'est un autre cheval de Troie. Le climat, c'est un autre cheval de Troie aussi, puisque tous les chemtrails, effectivement, et puis il y a quand même des choses que j'ai quand même trouvées. J'ai mis la main sur des rapports déclassifiés, c'est dans mon livre aussi, sur le fait que les Américains, dans les années 60-70, ont quand même envoyé une ou deux bombes nucléaires dans la stratosphère, juste pour voir ce que ça faisait. C'est documenté, c'est vrai ce que je veux dire. Alors, le problème, c'est que ça a fait un gigantesque trou dans l'ozone là-haut, un trou qui ne s'est jamais rebouché. Donc, alors après, ces abrutis, ils se sont dit, on va peut-être essayer de le reboucher. Donc, depuis, ils essayent d'ensemencer. Après, ils se sont dit, c'est rigolo, l'ensemençage, on va peut-être modifier le climat. Donc, c'est pour ça qu'ils nous emmerdent tous les jours. Ça, c'est moi l'expression. Mais bref, ça, c'est donc aussi un cheval de Troie. Et après, il y a le cheval de Troie, donc du wokisme, du LGBTQ+. Bon, malheureusement, je sais pas si... Moi, je n'ai rien contre quelqu'un qui est trans ou homosexuel. Je ne rentre même pas là-dedans. Chacun fait ce qu'il veut. À partir du moment où ils sont entre adultes consentants, ça ne me dérange absolument pas. Là où ça commence à me déranger, c'est quand ça devient un lobby pernicieux, ultra dangereux, qui veut imposer effectivement cela pour une majorité de gens qui, en fait, ne sont pas en adéquation avec ça. Et qui vont dans les écoles, etc. C'est ça, j'allais y venir. Alors, c'est pareil, ils ont pris, figurez-vous, alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est le début de tout ça. C'est que le wokisme, par exemple, c'est né avec Martin Luther King.
On ne me présente pas qui était Martin Luther King. Et à l'époque, quand il faisait ses discours aux Américains, il parlait, parce que woke, ça veut dire éveillé en fait. Il disait aux jeunes Américains, éveillez-vous, il faut arrêter ce racisme affreux, etc. Parce que c'est vrai, quand on se replace dans le contexte, dans les années 60-70 aux États-Unis, c'était horrible. Il y avait quand même un apartheid. C'était un racisme quand même qui était absolument ignoble. Et en fait, donc, to woke, ça veut dire éveillé. Mais le problème du wokisme, c'est que ça a été repris derrière par des philosophes français en plus, comme Bourdieu, etc. et d'autres, qui ont étendu cette définition du wokisme à la défense de minorités. Alors, moi, j'ai rien contre la défense de minorités, sauf quand ces lobbies deviennent effectivement trop lourds et visent à déstabiliser la majorité de la population et surtout la majorité de nos valeurs sociétales, sociétales, familiales et spirituelles. Et culturelles. Et c'est bien ça le problème. Et c'est pour ça que ce lobby LGBTQ+, aujourd'hui, devient un des lobbies extrêmement dangereux parce qu'il est en train effectivement d'inverser toutes les valeurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est de bon ton de parler d'éducation sexuelle à des bouts de chou qui ont entre 1 et 4 ans. Il est de bon ton, effectivement, que tout le monde fasse ce qu'il veut de son corps. Bon, moi, chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais le problème, c'est qu'on en arrive presque, parce que c'est vraiment en cours, à une reconnaissance officielle de la pédophilie. Il ne faut quand même pas oublier qu'en 1977, Libération, le fameux torchon, a quand même publié une tribune signée par Jacques Lang, signée par Cohn-Bendit, signée par André Glucksmann, signée par Simone de Beauvoir, signée par tout un tas de gens comme ça, voulant un peu dépénaliser la pédophilie. Quand même. Donc, on voit bien que depuis 68, je parle pour la France, mais c'est un peu général en Europe, il y a eu cette poussée vraiment glauque et répugnante de vouloir renverser toutes les valeurs familiales, sociétales et culturelles et spirituelles de nos civilisations. Et c'est vraiment ça qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Moi, ce qui m'épate toujours, d'ailleurs, c'est que si j'avais des enfants en bas âge aujourd'hui, mais je serais parent, mais je bec et ongle. Or, je constate malheureusement qu'il y a quand même qu'une minorité de parents qui s'érigent contre cela. Et à Bordeaux, il y a quand même un parent, quand ils ont imposé un drag queen pour faire un spectacle devant des bouts de chou de 2 à 4 ans, il y a quand même un parent un jour qui a tapé du poing. Et à l'Élysée aussi. À l'Élysée. Les invités à l'Élysée, ils ont été invités, les drag queens, tout ça. Tout à fait. Donc, comme quoi, quand on veut dire non, on peut y arriver. Donc, mais voilà. Alors, si vous voulez, voilà le problème. C'est qu'on a une oligarchie, on a des valeurs ultra-friquées et on a donc ces programmes. Et pourquoi ils font ça? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. C'est parce que, comme je vous ai un peu susurré tout à l'heure, enfin, j'ai un peu effleuré plutôt tout à l'heure, ces gens-là ne raisonnent pas comme vous et moi. C'est-à-dire que vous comme moi, on essaye, même avec nos défauts, parce qu'on n'est pas des saints, et personne n'est un saint sur cette planète, sinon ça se saurait. Mais je veux dire, avec nos défauts, on essaye quand même d'aller dans le sens de la créativité, dans le sens du positif et dans le sens de faire progresser sa famille, ses amis, ses voisins, son entreprise si on en a une, et de faire progresser son environnement immédiat. Ces gens-là ne raisonnent pas du tout comme ça. Se lèvent le matin avec la volonté d'amasser plus d'argent, la volonté de conserver leur pouvoir au mépris du peuple. Ils ont un mépris viscéral envers les peuples. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, en fait, c'est le mal, quoi. C'est-à-dire, ils sont psychopathes, ils sont psychotiques. Le mépris de la nature aussi, hein, la nature. Pardon ? La nature aussi, ils ont un mépris de la nature. Ah ben ils ont un mépris de tout ce qui est vivant. De toute façon, eux, le soleil, c'est un mépris, la faune, la flore, c'est du mépris, et les peuples de la terre, c'est du mépris. De toute façon, ils ont un mépris viscéral envers le peuple, donc ils ne vont pas du tout aller dans le sens de la construction, ils vont dans le sens de la destruction, à partir du moment où eux conservent leurs privilèges. Point. En fait, Attali, que je ne vous présente pas, avait effectivement enregistré il avait fait une conférence dans un amphithéâtre, je me souviens plus, dans les années 80-86, puisqu'il en a quand même fait pas mal,
Cette conférence a été filmée, elle se trouve sur YouTube. Et en fait, il résumait la chose très bien. Il disait, voilà, il y a une élite, en gros, qui gouverne la Terre et qui va conserver envers et contre tous ses privilèges. En dessous, il y aura une caste de privilégiés qui essaieront de temps en temps de passer dans cette élite, mais qui, eux, de toute façon, ne seront pas à plaindre. Ils jouiront effectivement de tout ce qu'il faut, ils auront tout le luxe et tout le confort. Et en dessous, il y aura la majorité des peuples de la Terre qui s'entretueront pour travailler, pour manger, etc. etc. Et c'est exactement ce qui se passe. Et les guerres, parce qu'on en arrive toujours aux guerres, les guerres sont effectivement financées par cette oligarchie financière mondiale apatride, puisqu'ils n'ont pas de patrie non plus. C'est pas parce qu'ils sont anglo-saxons pour les trois quarts qu'ils ont une patrie, ils n'en ont rien à faire de la patrie. Ils ne sont pas religieux non plus, à part pour une certaine forme de religion satanique. Et effectivement de collusion avec les pédocriminels. Mais en dehors de ça, le domaine religieux-spirituel, j'entends, c'est pas du tout leur tasse de thé, ils en ont rien à faire. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que eux financent les guerres. C'est-à-dire ils financent les guerres, pourquoi? Parce qu'ils sont actionnaires des usines d'armement. Bah oui. Vous savez, c'est un tout, hein, je vais vous dire honnêtement. Et ce sont eux qui financent vraiment les guerres. Il est là le problème. Et ce sont eux qui poussent effectivement les nations aujourd'hui à s'entre-détruire. Parce que les nations, dans l'histoire, ou que les peuples se soient souvent tapés dessus, c'est vrai. Mais qu'aujourd'hui, enfin depuis quand même 40-50 ans, avec l'évolution de la communication, l'évolution des progrès techniques, etc., qu'on en soit toujours dans ce cas de figure à s'entretuer, ça commence à ne plus faire de sens. Mais ça fait du sens si c'est toujours piloté par toujours une élite. Parce qu'en réalité, comme ils se sont assurés aussi la suprématie par les médias, puisque ce sont eux qui contrôlent les médias, du coup, il y a une machine à propagande derrière qui lave le cerveau des gens tous les jours. C'est comme ça que les gens, tous les jours, ils sont abreuvés de... Et c'est si vrai que quand je suis venu, j'étais en voiture pour venir voir Maxime, à un moment donné, j'étais branché sur une radio qui s'appelle Nova, qui est une radio gauchiste depuis les années 70-80. Et je m'amusais comme ça à les écouter. La vache, en 2 heures de temps, ils ont repassé en boucle la même émission, à savoir que, en fait, les gouvernements soi-disant d'extrême droite, c'était la plaie. Et que c'était ça qui allait nous mettre beaucoup de chaos dessous. Ils ont répété ça en boucle pendant au moins 5 fois qu'ils avaient fait des enquêtes un peu partout, en Suède et tout ça. Et où tout d'un coup, les gouvernements soi-disant d'extrême droite interdisaient les voitures électriques, interdisaient ceci, interdisaient cela, et ça c'était pas bien du tout. Mais ils l'ont répété au moins pendant 4 heures. Donc imaginez-vous toutes les radios, même musicales, c'est de la propagande. Ce n'est que de la propagande. Alors, il y a un cheval de Troie que je n'ai pas abordé, mais vous en doutez, c'est le sujet de l'écologie aussi. Puisque ce n'est pas de l'écologie, on est bien d'accord, aujourd'hui c'est de l'escrologie. On les appelle des escrologues, parce qu'en fait les éoliennes, c'est fantastique, ça ne produit pas de courant, ça coûte une blinde, c'est indestructible, on ne peut même pas les... ça ne se recycle pas, il faut enterrer les pales. À savoir que c'est pas de l'énergie renouvelable, elle est intermittente, ça fonctionne de la météo, et ça fonctionne avec du gaz, hein, les éoliennes. On est bien d'accord. Après il y a les usines de méthanisation, ça c'est moins connu, mais c'est tout aussi... oui. Il y en a 1500 en France et ça c'est censé nous donner du biogaz. Sauf que ça ne fonctionne qu'avec des déchets d'ovins et de bovins, mais aussi des cultures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les agricultures sont subventionnées par les gouvernements pour produire des cultures qui ne sont pas des cultures destinées à nous nourrir, qui sont des cultures destinées à faire fonctionner ces usines de méthanisation, pour produire très peu de biogaz. En revanche, les usines de méthanisation produisent à peu près, rejettent 80% de déchets, 90% de déchets. Ce déchet, soi-disant par des rapports écolos, c'est très bon, c'est bio. Pas du tout, c'est pas bio du tout, parce que c'est bourré d'ammoniac. Et donc l'ammoniac, alors après ils épandent ça sur les champs et ça fait crever les vers de terre. Mais une terre qui n'a plus de vers de terre devient effectivement impropre. Donc vous voyez un peu... C'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une mafia. Alors évidemment, tous les gouvernements de l'UE sont à la solde de cette oligarchie, puisqu'ils ont été placés là.
Emmanuel Macron ne fait pas exception à la règle. Alors après, c'est vrai qu'on a coécrit avec mon ami François Lagarde l'État profond français. Il n'y en a qu'un exemplaire là, mais bientôt Maxime en aura une dizaine. Mais en fait, c'est la réplique exacte de l'État profond français de l'État profond mondial. Sauf que c'est... alors on a voulu le faire au niveau de la France parce que c'était intéressant de comprendre un petit peu qui dirige réellement le pays, etc. Bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Emmanuel Macron, comme les ministres, comme d'ailleurs tous les présidents des pays européens, etc., sont à la solde de Bruxelles. Bruxelles étant dirigée non pas par les députés européens, étant dirigée par des commissaires qui ne sont pas élus par le peuple. C'est pour ça d'ailleurs que Ursula von der Leyen, qui elle est totalement illégitime à ce poste, parce qu'elle n'a jamais été élue par le peuple, puisqu'elle est placée là par les commissaires. Donc elle fait le jeu bien évidemment de ses maîtres, et ses maîtres c'est le complexe militaro-industriel américain et l'oligarchie financière mondiale apatride. Voilà. Donc on va, en réalité, en conclusion, on a aujourd'hui quand même, et je l'espère, on peut avoir un dénouement. On peut avoir un dénouement parce que le monde unipolaire voulu par les États-Unis, donc cette oligarchie financière mondiale apatride, donc avec l'UE, puisque nous sommes les vassaux quand même malheureusement des USA, avec, alors qui fait partie de ce monde unipolaire, donc les USA, l'UE, Israël bien évidemment, le Japon, l'Australie et les anciennement les pays du Commonwealth, l'Australie, Nouvelle-Zélande, etc. et le Qatar, puisque le Qatar finance beaucoup aussi, marche beaucoup avec les Américains. Et en face, nous avons le monde multipolaire, voulu par la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et les pays dits non alignés à la politique US, évidemment l'Iran, la Syrie, etc. etc. Bon. Alors, évidemment, là, les Américains, ils ne sont pas trop à la fête parce que l'hégémonie de leur dieu, puisque c'est le dieu dollar, on est bien d'accord, est en train de vaciller, puisque les premières transactions internationales se font maintenant en yuan, en monnaie chinoise, et quelques-unes commencent à se faire en rouble. Donc c'est vrai que les Américains voient d'un très mauvais œil, parce qu'en fait le plan américain, anglo-saxon je dirais, ça a toujours été d'envahir la Russie et de la morceler en plusieurs États pour piller les richesses. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer, les anglo-saxons sont quand même des pilleurs. Je n'ai rien contre les Américains et les Anglais en tant que citoyens, mais j'ai tout contre leur politique pourrie, qui quand même, il faut quand même bien le constater, qui depuis la fin des années, la fin des années 1800, donc 1880, les anglo-saxons ont quand même généré à travers le monde 500 millions de morts. Il faut le savoir à peu près. Hein. Ça a commencé par les 2 guerres de l'opium avec la Chine, parce qu'à l'époque, les empereurs chinois, parce que la Chine était un pays fédéral, hein, c'est morcelé par plusieurs, il y a un président qui s'appelle Xi Jinping aujourd'hui, certes, mais c'est quand même un pays fédéral, il y a des gouverneurs, etc. Et avant, il y avait des empereurs chinois, et les empereurs chinois ne voulaient pas de l'opium. Il faut savoir qu'en Chine, il n'y avait pas d'opium. Mais qui a voulu pousser et introduire l'opium en Chine? Les Anglais, pour asservir la Chine et pour faire du business. Ça, rien que les 2 guerres de l'opium, 130 millions de morts. Merci les Anglais et les Français qui ont été alliés avec les Anglais. Ensuite, il y a eu la colonisation de l'Inde par les Anglais. Parce que souvent on nous présente la colonisation de l'Inde comme les Anglais. Oh bah oui, la Compagnie des Indes, le T, Tea Time, Twinings, machin, oui d'accord, ok, super. 100 millions de morts. La colonisation de l'Inde quand même. Hein, quand même. Voilà. Donc 120 millions ou 150 millions avec les 2 guerres de l'opium, 100 millions en Inde, on est déjà à 250 millions. Ensuite, depuis le 11 septembre 2001, depuis que les tours ont été dynamités par les Américains et par la CIA, parce que le coup du Ben Laden, donc il y a quand même, ils ont généré au Proche-Orient 4,5 millions de victimes, quand même civils, sans compter les soldats. Et 4,5 millions de victimes en Afghanistan, en Syrie, en Irak, en Libye, un bout du Pakistan aussi. Ils ont ravagé le Proche-Orient. Et le Proche-Orient est dans un état aujourd'hui, c'est pas génial. Hein. Je suis allé en Syrie 2 fois, je suis allé en Syrie l'année dernière, j'y suis allé l'année d'avant, invité par un ami syrien. C'est un peu difficile quand même. Je peux vous dire que quand on va dans ce genre de pays, quand on voit les ravages de la guerre, on en ressort un petit peu. Bon bref, c'est pas ça. Mais
Et après, il y a quoi? Les guerres du Vietnam, les guerres de Corée, la guerre de Corée, les Philippines, le Guatemala, les 2 bombes atomiques lancées par les Américains sur le Japon, alors que c'était inutile parce que le Japon était sur le point de capituler. Par 3 fois, les Japonais avaient demandé la capitulation aux États-Unis. Par 3 fois, les Américains ont refusé. Ils ont refusé pourquoi? Parce qu'ils voulaient expérimenter ce qu'allait faire une explosion de bombes atomiques. Et après, ils ont envoyé des toubibs ausculter les enfants japonais atteints de radiation sans les soigner. Pour voir juste qu'est-ce que ça allait faire, les radiations en train de bon, bref. Je vais pas aller dans le gore, parce que sinon vous allez vous dire c'est compliqué. Mais c'est compliqué. La Yougoslavie et tout voilà, ça. sans parler de la Yougoslavie. Bref, si on additionne tout ça, les anglo-saxons sympatoches quand même. 500 millions de morts. Ah ouais, quand même. Ouais, bah, je connais encore personne qui a tué autant de gens, moi. Parce que des fois on me dit ah ouais, la Russie, qu'est-ce qu'ils ont tué comme monde? Non, ils ont tué qui? Ils sont arrivés en Afghanistan parce qu'on leur a demandé de venir. Et oui, à l'époque c'était le président afghan qui leur a demandé de venir. À part ça, ils n'ont pas tué grand monde. Ah là, et c'est sûr, ils tuent un peu des soldats ukrainiens. Mais ils tuent des soldats ukrainiens parce que l'OTAN veut absolument pilonner la Russie. Bon, bref. Donc c'est vrai que c'est quand même une inversion des valeurs. Et aujourd'hui, on nous présente, ah bah oui, ah bah, le shérif américain. Le shérif américain, le shérif anglo-saxon, ouais, super, quel shérif. 500 millions de victimes, pas mal quand même, en l'espace de... Bon, bref. Non, mais c'est quand même incroyable. Donc il est grand temps que cette hégémonie s'arrête, parce que ça commence un peu... ça va bien. Ça va bien. Bon. Oui, donc, alors maintenant... c'est le pétrodollar. Oui. Donc, en plus, avec ce qui se passe entre Israël et Gaza, parce que c'est pareil, c'est un massacre à ciel ouvert, 40 000 victimes à Gaza, tout ça parce que Benjamin Netanyahou est un suprémaciste, colonialiste et révisionniste, je veux dire, bonjour. Et d'ailleurs, Netanyahou est désavoué par une bonne partie du peuple israélien. Tout à fait. Mais ça, il y a encore les Américains derrière. Donc, de toute façon, on en est, voilà, donc... unipolaire, multipolaire. Donc il est bien évident qu'on vit aujourd'hui dans une époque charnière. Après, tout peut arriver. Alors, après, beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Bah, moi, ce que je dis toujours, c'est que chaque personne, en fait, mais je pense que si vous êtes là, vous le faites déjà, chaque personne peut dire non. En fait, on a tous le pouvoir de dire non à des ordres liberticides, à des lois liberticides. On n'est pas tous obligés, on n'est pas obligé d'être d'accord avec toutes les... je vais dire les conneries, mais je vais m'exprimer un peu mieux avec toutes les stupidités qui dégringolent de la présidence et qui sont votées après par des parlementaires félons. On n'est pas obligé. Je veux dire, si de plus en plus de gens rentraient en désobéissance civile non violente, ben, croyez-moi, les choses changeraient. Parce qu'en fait, pourquoi un exemple simple? Si un maximum de gens pendant cette crise sanitaire avaient dit non au port du masque, par exemple, avait dit non à signer cette attestation de sortie imbécile, les gouvernements, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent, le gouvernement? Il ne va pas envoyer un gendarme à chaque porte de chaque maison, c'est pas possible. Donc, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que vos actions, à toutes et à tous, eh bien, sont utiles et sont nécessaires. Alors après, l'idée, c'est essayer de propager un peu, effectivement, ce genre de paroles un peu aux alentours. Après, il y a une chose qu'il faut que vous fassiez aussi, et ça je pense que vous le faites déjà, c'est soutenir les médias libres et indépendants, parce que sans les médias libres et indépendants aujourd'hui, il n'y a pas d'information plurielle qui diffuse. Et voilà. Et il faut soutenir aussi, bien évidemment, des écrivains tels que moi, mais tels que d'autres aussi, parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. Il faut soutenir aussi les petites grandes maisons d'édition courageuses qui acceptent de nous éditer, parce que ça aussi, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, et soutenir aussi des librairies telles que notre ami Maxime ici présent, qui a le courage quand même de tenir et de faire vivre sa librairie contre vents et marées, ce qui n'est pas simple, parce que de temps en temps il s'est pris des manifs de fous furieux là-dehors. Et je connais un peu son histoire, parce que il y a la librairie de mon ami Guy, comment il s'appelle, Gonzague à Nantes, c'est une librairie similaire à celle de Maxime, qui s'était fait casser carrément la vitre avec des manifs devant. Et la librairie Vincent aujourd'hui à Paris s'est fait taguer hier et s'est fait caillasser hier la vitrine. Donc, comme quoi, il faut continuer à soutenir un petit peu et surtout à propager. Mais de toute façon, vous savez, rien n'est écrit.
savez, on a des colosses, c'est vrai que je vous ai dépeint, je m'en excuse, hein, je vous ai dépeint un tableau un peu noir, je suis infiniment désolé, j'aurais préféré vous faire rire, mais mais voyez-vous, je suis quand même un naturel assez optimiste, parce qu'attention, le futur n'est pas écrit. Non. Ce sont des colosses au pied d'argile, certes, mais tout peut changer, tout peut basculer. Vous savez, 5000 ordinateurs branchés au réseau, il y a des hackers, hein, ça existe. Hein. Rien n'est inviolable, tout peut changer, tout peut changer, rien n'est écrit. Donc, tout peut arriver. Donc, c'est à nous de le faire. Et, écoutez, faisons-le. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je suis à vous, à votre disposition pour une dédicace pour ceux qui auraient envie encore de le faire, parce qu'il y en a déjà certains qui m'ont demandé. Et puis, sinon, des questions et des réponses, je suis à vous. Voilà. Je vous remercie aussi.